Dans cette première des deux vidéos sur les espaces métriques, nous allons parler de la définition d'une distance, de la convergence, des boules et de la finesse des distances. La deuxième vidéo sera consacrée aux limites supérieures, limites inférieures et aux suites de Cauchy. Si vous avez fait les classes préparatoires aux grandes écoles avant d'intégrer Centrale Supélec, tout ce qui va être dit dans cette vidéo est normalement connu de vous, donc il n'est pas nécessaire de regarder cette vidéo, ce n'est pas interdit, mais vous n'avez a priori aucune nouvelle information qui va vous être apportée dans cette vidéo. Vous pouvez donc passer directement à la suivante. Alors, donnons tout de suite la définition d'une distance. Alors la distance, on a une idée intuitive de ce que c'est, on la manipule, mais mathématiquement, il faut la définir. Alors, les propriétés d'une distance sont celles auxquelles on s'attend. D'abord, on va prendre un ensemble, E, sur lequel on va mettre une distance, et puis on va prendre une application D, qui va de E croix E dans R+, cette distance donc à la valeur positive, et la distance, donc, il va falloir qu'elle satisfasse certaines propriétés. La première propriété, qui est assez naturelle, c'est que la distance entre deux points est nulle si et seulement si ces deux points sont les mêmes. Deuxième propriété que l'on attend d'une distance, c'est que la distance entre x et y soit la même que la distance entre y et x. Donc une propriété de symétrie. On s'attend à ce que la distance entre Paris et Lyon soit la même que la distance entre Lyon et Paris. Et puis une troisième propriété que l'on appelle l'inégalité triangulaire, qui dit que si je prends 3 points, la distance entre x et y sera plus petite que la distance entre x et ce troisième point, plus la distance entre ce troisième point et y. Dit autrement, la distance entre Paris et Lyon sera toujours plus petite que la distance entre Paris et une autre ville, plus la distance entre cette autre ville et Lyon, avec évidemment égalité si cette autre ville est sur le chemin entre Paris et Lyon. Donc on a ces trois propriétés pour avoir une distance, c'est une exigence pour avoir une distance, et si c'est le cas, on dit donc que D est une distance sur E, ou que E, muni de D, est un espace métrique. Alors un exemple assez naturel, c'est l'exemple que vous connaissez depuis le collège, même l'école élémentaire, la distance sur une feuille de papier, la distance euclidienne, qui consiste simplement à prendre, donc si on est dans un système avec des coordonnées, et bien simplement la distance de x1 à x2 à y1, y2, c'est la racine carrée du y1 moins x1 au carré, plus y2 moins x2 au carré. Bon, c'est une distance qu'on appelle euclidienne, D2. Il y en a d'autres. C'est-à-dire que si je regarde R2, eh bien je peux typiquement l'équiper de la distance dP pour tous les P entiers, et même d'ailleurs pour des P qui seraient réels supérieurs à 1. Donc voici la distance dP qui est ici. Et puis la distance D infini, qui est simplement le max entre y1 moins x1 et y2 moins x2. Vous pouvez vérifier que ces fonctions qui vont de R2 croix R2 dans R+, sont bien des distances. Vous pouvez vérifier chacune des propriétés, des trois propriétés. Alors, bien sûr, la distance euclidienne D2, c'est celle à laquelle on est habitué, c'est la distance à vol d'oiseau, mais on peut avoir un intérêt à regarder d'autres distances que D2. Par exemple, pour P égale 1, la distance D1 est utile si vous allez à Manhattan, par exemple à New York, ou si on est entre la 14e rue et puis Central Park, par exemple, typiquement, sans utiliser Broadway, si on veut se déplacer entre deux points, c'est plutôt la distance D1 qu'on va regarder, plutôt que la distance D2, à moins d'être Bourvil dans un film des années 50, on voit bien qu'il va falloir utiliser les différentes rues pour se rendre du point X, du premier point au deuxième, et donc cette distance D1 est très pertinente. De manière générale, dans Rn, on peut définir la distance dP entre deux points x et y. Donc x c'est x1 à xn, y c'est y1 à yn. Eh bien, on peut définir ces fonctions. Là encore, vous pouvez vérifier que chacune des propriétés qui a été donnée dans la définition est bien satisfaite. Et vous vérifierez ainsi que vous avez bien des distances. On peut également appliquer les distances à des ensembles qui ne sont pas simplement Rn, qui sont des ensembles quelconques. Par exemple, si on prend l'ensemble des stations de métro de Washington DC, eh bien, on peut regarder la distance entre, on peut en tout cas avoir une fonction candidate à être une distance qui est le temps minimal moyen entre deux stations de métro. Eh bien, d'ailleurs, je vous invite à réfléchir, à regarder si effectivement c'est une distance. Donc, on va mettre la vidéo en pause, et puis vous allez vérifier chacune des trois propriétés. Et puis, quand vous aurez vérifié ça, vous pourrez remettre la vidéo en lecture.
Voilà, donc vous avez vérifié chacune des trois propriétés. Effectivement, si je regarde la distance entre deux stations qui sont les mêmes, entre Union Station et Union Station, clairement la distance est nulle, hein, il n'y a pas de temps pour rester où je suis. Et puis à contrario, exactement de manière réciproque, si je mets un temps nul pour aller d'une station à une autre, c'est qu'en fait c'était la même station. Donc effectivement la première propriété est vérifiée. La deuxième, c'est dire que la distance entre Silver Spring et Union Station va être la même que la distance entre Union Station et Silver Spring. Là d'ailleurs, c'est une hypothèse qui mériterait d'être vérifiée, tout à fait entre nous, parce qu'il y a peut-être des contraintes techniques qui font que des trains pourraient rouler moins vite dans un sens que dans l'autre. Donc là déjà, quand on dit démontrer que, bon là on est plutôt dans un cas de modélisation, on voit qu'il y a quand même un petit peu de travail à faire. Et puis troisième propriété, là, elle est trivialement respectée bien sûr, l'inégalité triangulaire pour aller d'une station à une autre. Bah, si je passe par une troisième station, soit elle est sur le chemin et j'ai égalité, soit elle n'est pas sur le chemin, et dans ce cas, je mettrai plus de temps, donc on a bien l'inégalité triangulaire. En tout cas, dans aucun cas, je peux aller plus vite en passant par une autre station, puisqu'il s'agit du temps minimal entre les deux stations X et Y. Alors, au passage, j'ai pris Washington DC, et je n'aurais pas pu prendre Paris. Si vous regardez le réseau du métro parisien, il y a une petite plaisanterie sur la ligne 7 bis, hein, où typiquement entre Botzaris, si vous prenez Botzaris et Danube, eh bien, pour aller de Botzaris à Danube, il faut faire tout le tour. Vous voyez, donc là, vous n'avez pas la symétrie. Hein, là, c'est sûr, vous n'avez pas la symétrie. Donc, le temps moyen minimal entre deux stations du métro parisien n'est pas une distance. Alors, on peut prendre d'autres ensembles. Hein. Si je prends les fonctions de 0,1 dans R définies en 0, je peux regarder, est-ce que la fonction qui, à f et g, associe la valeur absolue de g de 0 moins f de 0, est-ce que ça, c'est une distance? Bien, je vous laisse y réfléchir. Mettez la vidéo en pause, regardez, et dès que vous avez la réponse, vous refaites fonctionner la vidéo. Alors, la réponse, bien sûr, c'est non. Ce n'est pas une distance, et il suffit de regarder la distance entre x de x carré et x de x cube pour se convaincre que, clairement, la distance est nulle, hein, puisque x carré et x cube en 0 valent 0, donc on a bien dfg qui est égal à 0, et pour autant, la fonction x carré et la fonction x cube, ce n'est pas la même fonction. Donc, naturellement, ici, d n'est pas une distance sur E. Si je prends maintenant l'ensemble des fonctions continues de 0,1 dans R, et je vais prendre comme fonction candidate à être distance le sup sur 0,1 de la valeur absolue de g de x moins f de x. Alors regardez, est-ce que ça, c'est une distance? Alors la réponse est oui, c'est une distance. Alors pourquoi est-ce une distance? Tout d'abord parce que si j'ai g qui est égal à f, bien sûr, le g de x moins f de x est toujours égal à 0, donc le sup est égal à 0. Hein, donc dans le sens f égale g entraîne, pardon, c'est dans ce sens-là, entraîne d de fg égale 0, manifestement, il n'y a pas de problème. Et puis, le sens d de fg égale 0 entraîne f égale g, donc dans ce sens-là, si le sup de la valeur absolue de g de x moins f de x est égal à 0 sur tout 0,1, c'est donc que g de x est toujours égal à f de x sur tout 0,1, donc f égale g. Donc la première propriété ne pose aucune difficulté, on est effectivement bien, elle est bien satisfaite. Deuxième propriété, d de fg, donc le sup de g de x moins f de x, c'est bien égal au sup de f de x moins g de x en valeur absolue, on a mis les valeurs absolues, donc on a bien la symétrie, pas de problème non plus. Et enfin, l'inégalité triangulaire provient simplement de l'inégalité triangulaire classique dans R, donc pas de difficulté non plus. La troisième propriété est satisfaite. Donc D est bien une distance. Dernier exemple, si je prends l'ensemble des fonctions continues de 0,1 dans R et que je prends comme fonction D l'intégrale entre 0 et 1 de g de x moins f de x. Alors, est-ce que ça c'est une distance? Pareil, regardez. Alors, la réponse c'est oui, c'est une distance. Pourquoi? Tout d'abord parce que si f égale g entraîne df g égale 0 est clair, si f égale g, je fais l'intégrale de 0 sur 0,1, c'est nul. Bon. L'autre sens est légèrement plus délicat, et là je suis content d'avoir pris les fonctions continues d'ailleurs. Hein. Ça n'aurait pas marché si je n'ai pas pris les fonctions continues, mais si je prends l'intégrale d'une fonction
continue sur 0,1 égale vaut 0, c'est que cette fonction est bien nulle. Hein. Attention, c'est une fonction positive, continue, sur 0,1. Donc le seul moyen pour cette intégrale d'être nulle, c'est que f égale g. Ce sont des choses que vous savez faire très bien. Si vous avez oublié, il faut y réfléchir un tout petit peu pour se rappeler pourquoi. Et si vous avez toujours des difficultés d'ailleurs, il faut contacter votre chargé de TD pour qu'il vous débloque. Hein, de manière générale, c'est une règle générale. S'il y a certains points que vous avez oubliés ou qui vous posent problème, même si vous pensez qu'ils sont simples, eh bien, il faut absolument ne pas laisser les choses dormir et se dire ça se passera bien. Donc il faut absolument en parler avec votre chargé de TD. Deuxième propriété à vérifier, la symétrie. Donc là, comme tout à l'heure, pas de problème. Valeur absolue de g-f, c'est la valeur absolue de f-g, donc aucune difficulté. Et puis, troisième propriété, là encore, aucune difficulté. Donc, d est bien une distance sur l'ensemble des fonctions continues de 0,1 dans R. Alors, à ce stade, je voudrais prendre un ensemble E et vous poser la question suivante. Est-ce que, finalement, n'importe quel ensemble, peu importe, je prends un ensemble qui n'a aucune structure particulière, un ensemble, est-ce que je peux toujours l'équiper d'une distance? Alors, prenez quelques instants pour y réfléchir. Donc là encore, mettez en pause. Et lorsque vous avez une réponse, refaites fonctionner la vidéo. Alors, la réponse est oui. On peut toujours équiper tous les ensembles d'une distance. Au moins celle-ci va fonctionner. La distance, qu'on va appeler triviale d'ailleurs, qui est donné par d de xy égale 0 si x égale y, on ne peut pas faire autrement. Et puis, si x est différent de y, on met 1. Alors, on peut mettre 378, bien sûr, bon, là, on va mettre 1. Eh bien, cette distance triviale est bien une distance. Hein, voilà, donc prenez un ensemble quelconque, c'est bien un ensemble, un espace métrique. Bon, alors après, je ne dis pas qu'on peut faire des choses intéressantes avec cette distance, mais en tout cas, c'est un ensemble tous les ensembles peuvent être munis d'une distance. Alors, je vais maintenant donner la définition de la convergence. La convergence dans un espace métrique, c'est quoi? Bien, on va dire que une suite UN tend vers elle si, chaque fois que je prends un epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel la suite UN sera à une distance plus petite qu'epsilon de L. Voilà. Donc, autrement dit, on prend un tube autour de L, et bien à un moment donné, il va falloir que cette suite UN, elle rentre dans ce tube, et puis qu'elle en sorte plus. Voilà. C'est ça l'idée et la notion de convergence dans un espace métrique. Alors, pour prendre plusieurs exemples, si je prends la distance dp, hein, c'est la convergence habituelle des suites numériques, celle à laquelle vous êtes habitué depuis le lycée. Si je prends l'ensemble des fonctions continues de 0,1 dans R avec le sup, et bien là, vous pouvez vérifier que la distance que l'on a définie ainsi va donner comme convergence la convergence uniforme. La convergence uniforme des fonctions dans 0,1, enfin dans la fonction continue de 0,1 dans R. Troisième exemple, si je prends la E égale R, donc je prends des suites numériques réelles, mais au lieu de prendre la distance habituelle, valeur absolue de x moins y dans R, je prends la distance triviale. Hein, donc je rappelle, distance triviale, c'est 0 si x est différent de y, et puis 0 si x égale y, et 1 si x est différent de y. Eh bien, je vous pose la question, quelles sont les suites qui sont convergentes dans ce cas? Donc, prenez quelques instants pour y réfléchir. Alors, la réponse est la suivante, c'est les suites qui convergent sont celles qui sont constantes à partir de certains rangs. Et c'est bien naturel, parce que pour la distance triviale, je rappelle qu'elle vaut soit 0 si x égale y, soit 1 si x est différent de y. Donc, si je regarde la propriété qui est ici, UN tend vers L, si et seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe n dans n, tel que n supérieur à grand N entraîne d de UNL plus petit qu'epsilon. Je prends epsilon égale 1,5. Bon, ben, ça veut dire donc que la distance entre UN et L doit être plus petite qu'un demi. Comme elle vaut soit 0, soit 1, elle vaut donc 0, et pour valoir 0, il faut que x égale y, donc que UN soit égal à L. Dit autrement, la suite UN n'a pas d'autre choix, pour converger, que d'être constante à partir d'un certain rang. Alors, on va faire une remarque tout de suite, c'est que R peut être muni de plusieurs distances différentes, et que bien sûr, on vient de le voir, ces distances peuvent mener à des convergences différentes. Ah non, UN égale 1 sur N tend vers 0 avec la distance D2, D1, de manière générale toutes les distances dP, mais elles ne convergent pas, donc on va faire des erreurs, mais elles ne convergent pas simplement avec la distance triviale, pour les raisons qu'on vient de dire. Maintenant, je vais définir la notion de boule ouverte. Alors, si j'ai un espace métrique, je peux prendre un point, je peux prendre un rayon,
eh bien la boule ouverte, centrée en ce point de rayon R, ce sera l'ensemble des points qui seront à une distance strictement inférieure à R du centre de la boule. Bon, ce n'est pas une notion très compliquée, puisque vous avez déjà vu des boules dans votre vie. Simplement, on peut avoir des boules qui ne sont pas rondes, puisque si vous prenez comme distance la distance D1 ou distance D infinie, vous verrez typiquement que dans le plan, vous aurez un carré, dans l'espace, vous aurez des cubes ou des géométries différentes. Donc, simplement, c'est l'ensemble des points qui sont à une distance plus petite que R du point du centre de la boule. Donc, voilà, c'est une simple définition de ce qu'est la boule ouverte centrée en A et de rayon R. Je pourrais également définir la boule fermée en remplaçant le inférieur strict par un inférieur ou égal, mais on va s'en tenir aux boules ouvertes. Alors, la convergence qu'on vient de dire tout à l'heure, qu'on vient de définir tout à l'heure, peut se réécrire en disant UN tend vers L, si, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel UN est rentré dans cette boule centrée en L et de rayon epsilon, et bien sûr, n'en sort plus. Alors, donnons également une définition sur ce qu'est la finesse des distances. Eh bien, la distance D, donc on prend un ensemble E équipé de deux distances, hein, DA et DB. Eh bien, on dira que DA est plus fine que DB si je peux trouver une constante, évidemment qui ne dépend pas du point, hein, sinon ça ne marcherait pas, enfin ça marcherait tout le temps plus exactement, donc une constante, un C, strictement positif, tel que DB soit inférieur ou égal à C fois DA. Et si DA et DB sont, enfin si DA est plus fine que DB et DB est plus fine que DA, dit autrement, si je peux trouver une constante C1 pour que DB soit plus petite que C1DA, et je peux trouver une constante C2 telle que DB soit plus grande que C2DA, eh bien dans ce cas, on dira que les distances DA et DB sont équivalentes. Et d'ailleurs, c'est le cas de toutes les distances dP sur Rn. Vous pouvez vérifier que si vous prenez D1, D2 ou D2, enfin 2 dP de manière générale, hein, deux distances dP sur Rn, eh bien elles sont équivalentes. On va terminer par la définition d'une distance d'un point à une partie, qui d'ailleurs n'est pas une distance au sens où on l'a défini tout à l'heure. Ce n'est pas une distance sur un espace métrique, là c'est un autre objet, une autre définition. Donc là on va parler de la distance d'un point à une partie d'un ensemble. Je prends un ensemble E, une partie A qui est inclue dans E, et bon, non vide. Et puis je vais prendre un point X dans E, pas forcément dans A, hein. Si X est dans A, ben, la distance on la connaîtra, ce sera 0. Mais donc a priori, pas dans A, mais enfin il est où il veut. Hein, voilà. Donc la distance du point X à la partie A, ce sera par définition le inf de la distance de X à A pour tous les A appartenant à A. Hein. Donc dit autrement, voilà, j'ai un ensemble A, j'ai un point X, et puis je regarde la distance entre X et A. Alors là, ça appelle plusieurs commentaires. Premier commentaire, c'est que je dis, c'est une définition, en fait c'est proposition-définition. C'est-à-dire je suis en train de dire que cet objet existe. Alors il existe effectivement, en tout cas il existe lorsque je suis dans R, enfin lorsque je suis dans R+, donc là je vais prendre le inf des dxa, donc effectivement c'est une quantité qui est minorée, donc je vais bien pouvoir prendre un inf dans R. Hein, donc là j'ai besoin d'une propriété de R qui dit que chaque fois que j'ai une partie qui est minorée dans R, eh bien, je peux prendre le inf. Ça, le inf existe. C'est la première chose, première remarque. Deuxième remarque, si E est équipé de structures plus riches que simplement un espace métrique, on verra que ce X peut être caractérisé de manière particulière. En particulier dans le chapitre 2, on parlera des espaces de Hilbert qui généralisent le produit scalaire. Eh bien, on verra que le point qui est ici, hein, pas le bras assez long, donc qui est ici, ben ce point-là, ce sera le projeteur orthogonal de X sur A, mais pour faire ça, évidemment, il nous faut un produit scalaire. À ce stade, on ne dispose pas de produit scalaire, on dispose uniquement d'une distance, et avec une distance, on peut bien définir la distance d'un point X à une partie A. Donc voilà pour cette première partie du chapitre, et nous allons maintenant faire la deuxième partie du chapitre, de la section 1.1 sur l'espace métrique. Donc nous allons faire la deuxième partie de la section 1.1 sur les espaces métriques dans la vidéo qui arrive juste derrière.